Rebonjour à tous. Donc, Yvan Sol, VP of Engineering pour Cdiscount d'une part, et Octopia, qui est la filiale de Cdiscount qui fait la plateforme marketplace de Cdiscount. C'est un virage tout récent qu'on est en train de prendre, où de pure marketplace, on est en train de s'orienter plutôt comme un éditeur logiciel B2B, où on met à disposition notre plateforme marketplace, nos vendeurs, nos process, nos entrepôts automatisés. Donc, c'est une nouvelle offre qu'on est en train de lancer depuis quelques mois. Voilà, et qui nous occupe beaucoup actuellement. J'ai voulu profiter de ce moment pour parler d'un sujet qui peut être un peu rébarbatif, qui est la dette technique. Et j'ai voulu vous en parler parce que chez Cdiscount, on a une approche un peu décalée de ce sujet de la dette technique, et on a une façon d'animer la gestion de la dette technique. Alors, j'avais prévu quelques slides pour vous donner un peu de background. Je vous demande une seconde, je passe sur les slides. Hop. Comme ça, vous verrez concrètement, avec des captures d'écran, concrètement, vous verrez ce qu'on en fait. Fenêtre. Celui-là. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, yes, c'est bon. Très bien. Donc, rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de vous présenter Cdiscount, mais pour un peu de rappel du contexte Cdiscount et de ce qu'est la plateforme Cdiscount, on aime se déclarer comme le leader de l'e-commerce français, et français avant tout, puisqu'on est très attaché à ces valeurs. C'est une société qui existe depuis 20 ans, qui fait en gros un peu plus de 4 milliards de chiffre d'affaires, et qui a un vrai ancrage dans la zone géographique France et Europe. Un petit peu moins l'international néanmoins. Plutôt que de vous lire tous ces chiffres, je vais essayer de mettre un peu de perspective, toujours dans cet axe un peu décalé, un peu fun qu'on veut donner au sujet de la dette technique. Si on regarde juste les entrepôts chez Cdiscount, c'est l'équivalent de 80 terrains de foot. Et ils sont tous informatisés, tous automatisés. Enfin, il y a tout un ensemble de mécaniques qui sont attenantes à ça. Si on regarde le trafic que l'on a sur le site, en fait, c'est se dire que tous les jours, on a l'équivalent de la ville de Paris qui vient sur le site. Et notre travail, finalement, c'est de mettre en relation des vendeurs qui ont des produits à vendre, des offres, et des visiteurs. Et une fois qu'on a dit ça, en fait, on a un sujet de scale chez Cdiscount qu'on ne rencontre pas forcément partout ailleurs, mais les offres, donc que ce soit le prix, le stock, ça bouge à peu près 3000 fois par seconde. Donc, il y a des sujets de scalabilité, d'empreinte plateforme, de taille de nos clusters. On est sur un cloud hybride, donc entre du DC et du public. Rien que le cluster Kubernetes, il fait 30 000 CPU, un peu plus de 30 000 CPU. Donc, tout ça, il faut le gérer. Et en plus, comme on est un acteur très digital, notre sujet à nous, ça va être le time to market. Il faut qu'on aille vite. Il faut qu'on aille très très vite, mais avec cette empreinte-là. Donc une fois qu'on a dit ça, on ne va pas le nier. Comme beaucoup d'acteurs, on a de la dette. Mais la dette, ce n'est pas une fatalité en fait. La dette, il ne faut pas dire qu'on n'en a pas, tout le monde en a. Mais ça se gère. Il faut mettre les bonnes mécaniques pour être capable de gérer la dette. La dette, comme son nom l'indique, la dette technique, c'est un compromis ponctuel qu'on accepte de faire, qui dégrade la qualité de nos services. Mais ça veut dire qu'à un moment, il faut le rembourser. Il faut l'adresser, ce problème qu'on a créé. Et face à ça, on a eu un sujet quand même. Comme beaucoup d'entreprises, c'est jamais très fun, les équipes n'ont pas envie de faire ça, elles préfèrent créer des nouvelles choses. Donc la problématique, en fait, finalement, de très technique, elle devient humaine à un moment donné. Et il faut se demander comment est-ce qu'on arrive à apporter ce sujet dans les équipes d'engineering, comment on les anime. Toujours avec notre problème très particulier de scale, puisqu'on parle des équipes d'engineering, on va parler de 83 équipes. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on arrive à mobiliser tout le monde? Parce que chaque équipe peut essayer de travailler bien, et à mettre du craft et travailler sa dette. C'est pas pour ça que le système complet, lui, est exempt de dette. Donc il faut le traiter en transverse. Et cette nécessité d'animer tout le monde qu'on va retrouver.
Mais la façon dont on l'a approché, nous, on a essayé de rendre le truc un peu sympa. On a créé une mécanique de jeu, de gamification, où tous les trimestres, on déclare pour toute l'engineering, il y a un thème, il y a un défi, ça va être le défi, par exemple en 2019, Q3, c'était Pressure Drop. Il s'agissait de baisser la pression sur les bases de données, qu'elles soient SQL, documentaire, en colonne. Il fallait baisser cette pression. Et on arrive à unifier tout le monde, toute l'engineering, autour de ce but commun. Alors, pour le lancer, il n'y a pas de miracle. Pour amorcer la pompe au tout début, il a fallu qu'on aligne les budgets et donc les bonus des gens sur des résultats, hein, puisque chaque défi, il y a des mécaniques de score, donc chaque équipe contribue des points, gagne des points, et selon la performance d'équipe, on a un système de reward, assez simplement. Mais on a démarré avec les bonus. Et au final, les bonus, c'est pas ce qui motive les gens. C'est bien pour démarrer, ça amorce la pompe, mais à un moment donné, ce qui a été intéressant, et que concrètement, là, je veux partager avec vous, c'est l'aspect gamification. En fait, les équipes se sont prises au jeu. Et on a créé tous les trimestres un défi avec des noms et des icônes, vous pouvez vous les voir, hein, assez sympa. J'aime beaucoup, moi, en 2019, Q4, le Superman un peu épais, qui était pour le défi qui s'appelait Slim Fast, qui était un problématique de lourdeur de nos pages web, où on voulait aller gagner en performance sur vraiment la structure HTML du site. Voilà, on anime tout ça. Et en fait, l'équipe qui arrive, qui est gagnante, elle a même droit à un trophée. Alors, on verra par la suite, on a des mécaniques de petits stickers qu'on donne, et voilà, c'est une reconnaissance, plus qu'autre chose. Et actuellement, on est sur le défi Polish, vous pouvez voir, 2021 Q2, et on n'a pas encore l'icône, parce que ça n'a pas encore été créé, mais voilà, on va la créer. Et les défis à venir, ça va être Major Gérald et Autodrive. Alors, une fois qu'on a dit qu'on l'a vendu fun, ok, c'est quoi l'intérêt? Concrètement, on a des résultats. Non seulement les équipes jouent, participent, s'alignent vers un objectif commun, mais on a des résultats très très tangibles. Si je prends Pressure Drop, on a fait une économie de 800 000 € sur le cluster SQL. Sur SlimFast, le Superman un peu grassouillé, on est passé sur l'indicateur Crux Google de slow à average. C'est pas fini, c'est pas la fin de l'histoire. Il y a encore d'autres choses qui se font, mais ça a été concrètement en un trimestre, on a eu l'alignement de la totalité des équipes vers un but commun. Et ça, c'est assez fondamental. En 2020, on a eu le défi Psylo, qui était le fait, comme le nom peut le suggérer, le fait que nos dashboards parfois avaient beaucoup de couleurs, beaucoup d'orange, de rouge, un peu de vert. Donc, on a mis toutes les équipes pour leur dire traiter les erreurs et les exceptions. C'est pas normal que nos dashboards soient aussi colorés. On a eu le défi DDP, qui est une référence à une publicité historique de Cdiscount qui s'appelait Décode de port. À l'époque, c'était il y a 15 ans, on se permettait des choses qu'on peut moins se permettre maintenant. L'idée, c'était que les équipes, suite à 3 défis, s'est dit on n'a pas eu le temps de finir, et il faut absolument qu'on prenne le temps, qu'on se fasse un défi pour finir tout ce qu'on n'a pas fait. Et bien, en fait, les équipes ont repris les backlogs et ont terminé les actions qui étaient en cours. Et ça a été un défi spécifique, ce qui nous a permis de monter la QoS à 99,9. On a travaillé sur Accelerate, 2 trimestres de suite. Accelerate, le livre Accelerate et les indicateurs Accelerate, c'est quelque chose d'assez fondamental chez Cdiscount. Et donc, ça nous anime beaucoup. On a eu le défi conteneur, avec une baseline que je n'ai pas osé mettre, qui était nous sortons les poubelles. Le but, c'était de nettoyer le SI. Et donc, on a nettoyé des lignes de code, on a nettoyé, on a rentré des serveurs qui ne servaient à rien, on a nettoyé de la donnée qui traînait. Et donc, la polish, c'est un travail sur les règles de qualité statique dans Sonar, où on veut que tous nos microservices passent en catégorie A. Sachant que la qualité sur les microservices, en tout cas la note peut être assez inégale d'une équipe à l'autre, puisqu'on parle de 900 microservices de mémoire. On traitera ensuite la Major Gérald de la sécurité et Autodrive. On va aller un peu plus loin dans ce qu'on fait déjà en automatisation de déploiement. J'ai parlé de reward, de trophées. Alors là, vous voyez les petites icônes qu'on a vues tout à l'heure, mais c'est des stickers qu'on distribue aux équipes. Donc les gens qui participent au défi, qui contribuent de manière active, reçoivent, parce qu'on suit dans des Jira ce qui se passe, les user stories qui sont créés par les équipes et la vitesse de complétion. On verra dans le set qui suit. Mais on distribue ces stickers.
ça leur permet de dire oui, j'ai participé au défi. Et ça a un petit côté un peu fun d'avoir ces stickers sur son laptop. Moi-même, j'en ai 3 sur mon laptop, juste à côté de moi. Et pour les gagnants, ceux qui ont l'équipe gagnante, ils ont droit à un sticker version or. Alors, j'en ai retrouvé qu'un seul, qui était le défi conteneur. Mais pour chaque sticker, on a une version or qui récompense l'équipe qui a gagné le défi trimestriel. Quelques mots, j'en ai parlé tout à l'heure, de la façon dont ça se met en place. Ça se met en place plutôt facilement, puisque là, je vous ai mis des diagrammes de flux cumulés qui permettent de voir comment les équipes se créent des US, des user stories, et comment elles les résolvent dans le temps. Et comment voilà. Et vous voyez que le diagramme est assez compact et on a une vraie efficacité, en fait. Ce qui permet d'ailleurs de traiter des sujets très compliqués dans un espace réduit, qui est le trimestre, qui normalement aurait dû prendre des années à traiter. Là, le fait de le gamifier, ça crée un intérêt, ça permet d'accélérer les process. On a un gain en efficacité qui est assez substantiel. Et les équipes vont même jusqu'à, une fois qu'elles sont prises au jeu, vont même jusqu'à créer les règles de scoring. Alors là, vous pouvez voir, c'était sur le défi conteneur. On a par typologie d'action. Est-ce qu'on enlève un cookie sur le site? Est-ce qu'on nettoie un endpoint? Est-ce qu'on enlève un serveur? Et il y a un nombre de points qui est attribué. Ce qui permet de comptabiliser. Chaque équipe peut ainsi décrire les actions qu'elle mène jusqu'au bout, et on fait la somme des actions. C'est comme ça qu'on va en fait permettre aux équipes de créer une émulation, une petite compétition saine sur ces actions fondamentales qui sont pour nous la gestion de la dette. Les équipes vont même plus loin, en fait, pour suivre leur performance et et voir comment ça évolue, parce qu'un trimestre, malgré tout, c'est quand même 3 mois, c'est long, hein, ça en fait des sprints. Elles ont des dashboards, elles se réunissent toutes les semaines et partagent l'état du dashboard. Donc c'est ce que vous voyez à gauche. Il y a deux exemples de dashboard, c'était 2 fois sur conteneur, et on voit à deux périodes différentes l'évolution. Et on voit très nettement les équipes qui passez-moi l'expression, se tirent un peu la bourre pour essayer de gagner le trophée. Et on va même jusqu'à droite. À droite, vous voyez un petit schéma. En fait, c'est une application React qui a été faite par un développeur qui a trouvé qu'en fait, il n'arrivait pas bien à voir où il en était au sein du défi, que le dashboard hebdo, ça ne lui suffisait pas. Donc, il s'est codé à la maison une application React et ça permet de suivre toute la mécanique et l'évolution et les tendances. En fait, pour lui, ce qui est important, c'est de savoir s'il allait gagner et comment il se positionnait par rapport aux autres équipes. Donc, ça va jusque-là. Hein. Les équipes vraiment se saisissent des sujets. Ça, c'est plutôt très appréciable. Et en fait, elles vont même jusqu'à améliorer des règles. Parce que puisqu'on est dans la gamification, poussons l'esprit jusqu'au bout. Les équipes ont mis en place des principes de bonus, malus, qui peuvent être soit temporaires, soit un peu... En fait, ils sont très inspirés de Mario Kart, hein, d'où les icônes que j'ai mis. Mais par exemple, on a un malus que la dernière équipe au classement peut imposer au premier. On a une pénalité, alors là c'est plutôt le DSI ou le CTO ou moi-même qui l'imposons, mais une pénalité qui est la peau de banane, on impose de faire une migration sur tel lib à telle date. Et si c'est pas fait, il y a une pénalité qui s'applique sur les équipes qui n'ont pas fait cet effort-là. Il y a aussi des coefficients pour l'aspect requête, des coefficients multiplicateurs qui permettent au dernier de remonter, parce qu'il ne faudrait pas que le dernier, à un moment donné, se sente décroché et qu'on perde cet attrait du jeu et qu'il n'ait plus envie en disant je fais plus d'efforts, ça sert à rien, je suis trop loin. On a des mécaniques qui lui permettent de remonter dans la course et de revenir dans la course. Et ça, voilà, c'est encore en discussion, hein, ces bonus. Il y a la banane qui est actée et les autres sont encore en discussion. Alors ça donne quoi comme impact? Parce que là, on a beaucoup parlé de jeu, mais c'est quand même intéressant de savoir si ça marche. Si on regarde sur le conteneur, voilà quelques petites choses résultats qu'on a eu. On a réussi sur conteneur à nettoyer l'équivalent de 15 milliards de lignes de données dans les bases. 2137 tables, 1 millier de job talent, 240K de licences. Hein. C'est près 1 800 000 lignes de code qui ont été supprimées. Puisque l'objet, je vous le rappelle, du défi, hein, c'était clairement de nettoyer, de retirer des choses, hein, c'était de jeter à la poubelle des éléments. Il y a eu près de 250 repos Git qui ont été enlevés. Bon, je ne vais pas vous énumérer la totalité, mais vous voyez, il y a réellement un impact. Et même jusqu'à des choses qui sont très business, hein, finalement. Puisque si on regarde l'item numéro 10, on a retiré 40 millions de produits de la marketplace. Alors, sur 130 millions, on a encore de la marge, hein. C'est pas de problème, mais c'était des produits qui n'étaient pas, soit pas complets, pas qualitatifs, n'étaient pas, voilà.
Et d'ailleurs, certainement des produits qui devaient être désactivés, déjà non mis à la vente, mais qui encombraient toujours les systèmes. Et si on regarde le tableau que j'ai mis à droite, hein, qui est ce qu'on appelle la mer bleue chez nous, en fait, c'est le nombre de minutes avec plus de 0,02% de pages d'erreur. Alors, quand je dis 0,02%, en fait, c'est 4 pages d'erreur minute. Donc, chaque fois qu'on passe au-dessus de ce seuil, on comptabilise. Et en fait, on regarde l'évolution. Hein. Entre mai 2020, en fait, on était 75% du temps en dessous de ce seuil-là. Donc, en fait, très souvent, 25% du temps, on avait plus de 4 pages d'erreur par minute. Ce qui, sur les 18 000 que l'on constate par minute, ce n'est pas dramatique, mais néanmoins, c'est ça reflète très bien la qualité en fait, de la plateforme. Donc ça, on l'a travaillé avec les défis, et maintenant, on est à 96,79. Donc, on est très souvent maintenant en dessous du seuil quand c'est fixé. Donc, on va continuer à le travailler, et bien évidemment, on va se reposer la question du seuil. Est-ce qu'on ne va pas encore baisser le seuil pour avoir quelque chose de plus qualitatif? L'idée, c'est qu'il n'est pas admissible de présenter à un client, à un utilisateur qui vient sur le site, ou sur le marketplace, une page en erreur. C'est quelle que soit la raison d'ailleurs. Et la dernière chose, c'est que les réactions sont plutôt positives. Alors là, voilà, je voulais le partager avec vous. Hein. Donc j'ai mis quelques verbatim de gens qui trouvent que c'est sympa, que ça crée une dynamique d'équipe, que vraiment ça brasse très large, ce qui était l'objet hein, d'ailleurs de la mécanique qu'on a mis en place. Et quelques-uns qui râlent un petit peu, en fait, comme les scénarios qui sont mis en place peuvent avoir des pénalités, il peut y avoir des choses, des imprévus. On a des gens aussi qui râlent un petit peu parce que les règles évoluent, en fait, et finalement, c'est exactement ce qu'on cherche. Ça crée du renouvellement dans le défi, dans le trimestre, et ça, voilà, ça fait une petite animation. Ça se ressent évidemment sur les indicateurs des équipes. Là, je vous ai mis en bas le dashboard entre 2020 et 2021, qui est le suivi de nos équipes, hein, sur des choses telles que la vélocité, la facilité de livraison, l'organisation, est-ce qu'ils se sentent bien chez nous, hein, tout bêtement, hein, l'ambiance, etc. Et en fait, vous voyez, les petits chiffres en blanc, ce sont des points qu'on a gagnés en un an. Alors, bien évidemment, tout n'est pas attribuable au défi, hein, soyons clairs. On a d'autres actions, on a d'autres choses que l'on met en place. Mais, en tout cas, j'aime à croire que les défis permettent de nettoyer la plateforme, de créer du lien dans les équipes et du coup de progresser sur ces axes. Et les gains, de mon point de vue, sont assez substantiels. C'était à peu près tout ce que je voulais partager avec vous. L'idée, c'est de se dire que cette mécanique n'est pas forcément transposable, elle n'est pas forcément acceptable d'ailleurs dans certaines organisations. Pour nous, c'est la façon qu'on a eue de pas se prendre au sérieux d'une part, et d'autre part, en fait, de faire vivre aux équipes notre passion, parce qu'en fait, on est des passionnés. On est passionnés de technologie, on aime que la technologie soit bien mise en œuvre, et la dette technique, c'est pas une fatalité. Ça se gère.